Bonjour, dans cette leçon, nous allons présenter une introduction à l'optique géométrique. Dans cette vidéo, nous allons préciser certaines définitions qui nous seront utiles pour la compréhension des phénomènes optiques et des différentes manières dont on peut les traiter. Alors, une simple définition de l'optique. L'optique est une science qui étudie les ondes, généralement les ondes électromagnétiques, leur aspect, leurs effets et leur interaction avec la matière et avec eux-mêmes. On s'intéresse aussi aux sources des ondes électromagnétiques et de la manière dont on peut tirer profit de tout cela. On ne peut pas aller de l'avant sans donner une définition de la lumière. La lumière est une onde électromagnétique. Pour comprendre ce qu'est une onde électromagnétique, considérons l'espace rapporté à un repère X, Y, Z orthonormé. Considérons un champ électrique E représenté par ces vecteurs. Comme vous pouvez le constater, ce champ est ondulatoire. Donc il peut former une onde électrique. En physique, on montre que un champ électrique qui oscille dans le plan X, Y doit être accompagné d'un champ magnétique qui oscille dans le plan représenté avec cette couleur, mais qui doit être perpendiculaire au plan X, Y. C'est donc le plan X, Z. Ainsi, les deux champs vibrent ou bien oscillent dans des plans tout à fait différents, tout à fait perpendiculaires les unes aux autres. Donc, si on considère que ça, c'est le plan de vibration du champ électrique, eh bien, il est perpendiculaire au plan de vibration du champ magnétique, qui est coloré en mauve dans cette représentation. C'est donc pourquoi on l'appelle onde électromagnétique. Parmi les propriétés de la lumière, c'est qu'elle peut se propager dans le vide et bien sûr, non pas dans tous les matériaux, mais seulement dans les matériaux dits transparents. Je vous rappelle qu'on avait déjà vu que une onde électrique caractérisée par une tension variable sinusoïdale bien sûr, se présente sur l'oscilloscope comme cette ondulation. On avait dit que l'axe horizontal de l'oscilloscope représente le temps. Donc, la distance entre deux crêtes voisines, c'est la période de l'oscillation, ou bien c'est la période du signal, ou autrement, c'est la période de l'onde sinusoïdale. Une onde, c'est un signal, c'est un ébranlement, c'est une perturbation dans l'espace, que ce soit un espace matériel ou non matériel, je parle bien sûr des ondes électromagnétiques, et qu'on va représenter tout simplement comme une sinusoïde qui est caractérisée par le champ électrique E. Cette onde se propage d'un point S, appelé source, jusqu'au point M, appelé cible. Cette propagation se fait de S vers M avec une vitesse V finie, c'est-à-dire ce n'est pas une vitesse infinie, mais c'est une vitesse bien finie, bien déterminée. Que signifie d'ailleurs le terme propagation? C'est simplement un déplacement d'une information sans déplacement de la matière. Donc il n'y a pas de transport de matière, mais il y a un transport de signal. Si on imagine que cette sinusoïde, c'est une corde qui vibre, c'est vrai que la matière se déplace, c'est-à-dire le point M se déplace verticalement comme cela. Mais il n'est pas transporté selon le sens de déplacement. De plus, si le point M est matériel, comme le cas de la corde, le déplacement n'est pas définitif, ce n'est que provisoire, donc le point M reviendra à sa place lorsque l'énergie véhiculée par l'onde s'épuise. Bon, si la distance entre S et M est D, alors la distance D est égale V fois delta T. V, c'est la vitesse de propagation
qu'on suppose être constante dans un milieu homogène, puisque on considère que la lumière voyage dans un milieu homogène. Ayant en tête la formule, on peut donc déterminer la distance parcourue lors ou pendant la période. Cette distance est lambda, appelée longueur d'onde. Normalement, c'est la longueur d'une ondulation. Bon, par abus de langage, on l'appelle en longueur d'onde. En remplaçant d par lambda et delta t par grand T, on aura la relation qui définit lambda et qui l'exprime comme étant la distance parcourue pendant une durée égale à la période. Si on jette un coup d'œil sur les deux schémas, ils sont semblables, sauf que l'axe ici c'est l'axe des positions et là c'est l'axe du temps. Donc grand T, si grand T est la période temporelle, lambda c'est la période spatiale. Or, T c'est l'inverse de la fréquence. Cette lettre c'est nu, elle indique la fréquence d'une onde électromagnétique, ce qui nous conduit à la formule lambda est égal à V fois 1 sur nu. Vous allez me dire amen, mais pourquoi on introduit ces notions dans une leçon d'optique? La raison est trop simple, c'est que l'œil humain ne perçoit que les longueurs d'onde lambda. Et la notion de spectre est toujours donnée comme étant l'ensemble de fréquences. Ce qui veut dire que l'œil humain perçoit la couleur, enfin d'après ce que je sais, à partir de la longueur d'onde qui lui est associée, et non pas à partir de la fréquence. En effet, on admet qu'une onde monochromatique possède toujours la même fréquence, mais lorsqu'il entre dans un milieu, il peut changer de couleur, parce qu'il peut changer sa longueur d'onde qui dépend de sa vitesse. Donc, la formule relative à la période n'est pas d'usage. On conserve la relation lambda est égal à V sur nu, c'est-à-dire la vitesse de propagation, sur la fréquence. Avant de passer à autre chose, remarquez bien que le spectre visible, c'est-à-dire l'ensemble des fréquences qu'on peut percevoir à l'aide de nos yeux, est vraiment étroite devant le spectre d'usage par l'homme. N'oublions pas que T est en secondes, nu est en hertz. Parlons maintenant de l'indice de réfraction d'un milieu par rapport à une onde lumineuse monochromatique qu'on peut appeler W. Lorsqu'une onde électromagnétique passe d'un milieu à un autre, elle risque de changer sa vitesse. Dans le milieu blanc, sa longueur d'onde, c'est celle-là. Dans le milieu rose, c'est lambda prime. Alors, en comparant les deux lambda, on constate que lambda prime est plus petite que lambda. Puisqu'on s'était mis d'accord, ça y est, c'est absolument acquis, nu ne change pas. Donc c'est V qui change. Puisque lambda ici grande, ça veut dire que la vitesse ici de propagation est plus grande que dans le milieu rose qui représente un petit lambda. Le rapport lambda sur lambda prime est appelé l'indice relatif du milieu rose par rapport au milieu blanc. C'est n rose par blanc. En remplaçant l'expression de lambda par celle en fonction de la fréquence nue qui reste constante, on trouve que n, le coefficient, l'indice de réfraction du rose par rapport au blanc, du milieu rose par rapport au milieu blanc, c'est V sur V'. Si le milieu blanc était le vide, on notera lambda par lambda 0 et l'indice sera tout simplement n, sans préciser qu'il est relatif, donc puisque c'est l'indice absolu. Pourquoi? Parce qu'il est calculé par rapport au vide où la vitesse c, c'est la célérité de la lumière dans le vide. En fait, c'est pas maximal, c'est optimal. On ne peut jamais la dépasser.
Bien, j'espère que vous avez compris un petit peu que l'indice de réfraction du milieu est défini par rapport au vide comme étant lambda 0 sur lambda, c'est-à-dire la longueur de l'onde dans le vide divisé par sa longueur lorsqu'elle se propage dans le milieu, et c'est exactement de la vitesse dans le vide divisé par la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu. On constate qu'elle est toujours supérieure ou égale à 1. Que doit-on retenir de tout cela? C'est que la lumière est caractérisée par une fréquence qui tombe ou bien qui se trouve dans le domaine du visible, et c'est une onde électromagnétique qui peut se propager dans le vide et aussi dans un milieu transparent avec une vitesse v et dans le vide avec une vitesse c, possédant ainsi une longueur d'onde déterminée comme étant v sur nu, la fréquence. L'œil ou bien la discussion de la couleur, la chroma, est définie par lambda. Donc lorsque je dis une onde monochromatique, ça veut dire qu'il possède une seule lambda. C'est une sinusoïde représentée comme cela. Tout milieu de propagation, matériel ou non, est caractérisé par un coefficient n ou bien un indice n qui s'appelle indice de réfraction. Et qu'est-ce que c'est que la réfraction d'après ce qu'on vient d'expliquer? Lorsque la lumière entre d'un milieu vers un autre milieu de propagation, lorsqu'elle change le milieu de propagation, tout simplement elle change de vitesse. Le rapport des deux vitesses peut déterminer l'indice de réfraction. On choisit relatif, mais on choisit que l'indice de réfraction absolu est défini comme étant le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide sur sa vitesse dans le milieu considéré. Bon, est-ce que le modèle ondulatoire est le seul modèle capable de nous permettre de décrire, de comprendre certains phénomènes en optique? Eh bien non, il y a plus simple, c'est la géométrie. C'est l'optique géométrique. Donc on utilise des données de géométrie qui nous permettront de comprendre et de construire des images. L'optique géométrique, eh bien, c'est une optique qui utilise des constructions géométriques pour étudier les phénomènes liés à la lumière. Est-ce qu'elle est suffisante pour toutes les études? Bien non. A priori, à la limite, on doit travailler avec des distances largement supérieures à la longueur d'onde. Parce qu'à l'échelle de la longueur d'onde d'une onde monochromatique, c'est-à-dire qui possède un lambda fixe, on ne peut pas étudier les phénomènes liés. On doit donc utiliser un autre modèle basé sur le caractère ondulatoire de la lumière. Mais pour l'instant, comment est-ce que l'optique géométrique conçoit la lumière? Alors, elle parle de faisceaux de lumière, c'est-à-dire un ensemble de rayons lumineux. Il y en a 3. Si on considère une torche comme étant la source de la lumière, je peux avoir un faisceau divergent, je peux avoir un faisceau lumineux parallèle ou bien un faisceau lumineux convergent. Un rayon lumineux, au lieu de le considérer comme ondulatoire, on le considère tout simplement comme une demi-droite qui part de la source de la lumière et qui voyage vers la cible. Il ne faut pas oublier que dans un milieu homogène, un rayon lumineux se propage toujours en ligne droite. Le phénomène de réflexion fait partie des phénomènes dûment étudiés dans le cadre de l'optique géométrique. Considérons une surface plane réfléchissante. On la schématise toujours par une droite assurée. Considérons un rayon incident lumineux. Il rencontre la surface réfléchissante au point I, appelé point d'incidence. Avant tout, on trace la normale au plan passant par I. Parmi les atouts de l'optique géométrique, c'est qu'à chaque fois on a un point d'incidence, on trace la normale à la surface en ce point. Cette normale nous permet de déterminer un angle toujours orienté de la normale vers le rayon lumineux. Intuitivement, on peut l'appeler angle d'incidence. Ce rayon va se réfléchir à la surface au point I en décrivant
un angle compté à partir de la normale qu'on appellera intuitivement par I'. C'est le rayon réfléchi. On montre que I est égal à I' et ça nous fera la loi de Snell-Descartes numéro 1. Donc, la loi de Descartes pour la réflexion, c'est I égale I'. Passons maintenant à la réfraction. Considérons maintenant deux milieux d'indices de réfraction différents. L'interface ou la surface d'intersection ou bien de contact entre N1 et N2 s'appelle dioptre. Un rayon lumineux incident frappe le dioptre en I. I, c'est le point d'incidence. Comme au préalable, on doit toujours tracer la normale au dioptre qui passe par I. Voilà. Nous allons supposer que l'indice N1 est plus petit que l'indice N2. Si on n'avait pas de dioptre, le rayon lumineux aurait continué d'une manière rectiligne, d'où le chemin en pointillé. Mais ce n'est pas le cas. En effet, le rayon est dévié de son chemin initial d'un angle D. D comme déviation. À partir de la normale, on définit l'angle d'incidence I. Dans le milieu d'indice N2, on a l'angle de réfraction qu'on appelle R. Pour calculer la valeur de l'angle de déviation, il suffit de prendre I. Alors pourquoi cet angle-là entre le trait en pointillé et la normale est égal à I? Mais tout simplement parce qu'ils sont opposés par le sommet. Et je dois en retrancher R. Et j'aurai directement l'angle de déviation, c'est I moins R. Que se passe-t-il maintenant si N1 est supérieur à N2? On a toujours la même construction pour le rayon incident. Voici le chemin qu'il aurait dû prendre. Cette fois, il va s'éloigner de la normale. Ainsi, l'angle de déviation sera dans le sens opposé de celui où on avait N1 inférieur à N2. Voici donc l'angle de réfraction R, mais cette fois, l'angle de déviation, c'est R moins I. Dans les deux cas, lorsqu'on augmente la valeur de I, R augmente. Donc, ces observations peuvent être décrites par la loi de Descartes relative à la réfraction. C'est-à-dire, voilà, je cadre un petit peu les choses, N1 sinus I est égal à N2 fois sinus R. Discutons maintenant les conséquences ou bien les phénomènes que peut nous expliquer la relation de Descartes. Et commençons par calculer sinus R. Donc, sinus R, c'est sinus I multiplié par N1 sur N2. Étant donné que N1 est plus petit que N2, alors le produit est absolument toujours strictement inférieur à 1. Ça veut dire que je n'ai aucun problème, aucune contradiction avec les règles des maths pour déterminer R. Lorsque I augmente, R va lui aussi augmenter, mais elle restera toujours inférieure à I. Il restera toujours compris entre la direction initiale et la normale au dioptre passant par I. Pour une incidence rasante, ça veut dire que I est égal pi demi, R sera limité, c'est-à-dire il sera dans cette direction, donc ça sera un angle limite défini par le rapport N1 sur N2, puisque I est égal à 90 degrés, sinus pi demi c'est toujours égal à 1. Prenons maintenant le cas
où N1 est supérieur à N2. On a tous vu que l'angle R, il va s'éloigner de la normale. Donc il va être dans ce côté du demi-plan bleu. Lorsque on augmente l'angle I, bien sûr, ce rayon doit s'éloigner de plus en plus. Jusqu'à un certain moment, il va devenir droit, comment il va former R est égal pi demi. Que se passera-t-il après? Utilisant la formule qu'on avait calculée auparavant, cette fois, le rapport N1 sur N2 est supérieur à 1 et rien ne me garantit que le produit reste toujours inférieur à 1. Donc, pour R est égal à pi demi, on a sinus 90, c'est sinus IL sur N1, multiplié par N1 sur N2. Ceci me permet de calculer sinus IL comme étant l'indice le plus petit sur l'indice le plus grand. C'est exactement la même chose qu'avant, mais c'était pour, si vous vous rappelez, c'était pour sinus RL est égal à le plus petit indice sur le plus grand indice. Maintenant, IL s'appelle l'angle limite de réfraction. C'est l'angle à partir duquel je n'ai aucun rayon transmis, je n'ai que une réflexion totale. Qu'est-ce que ça veut dire totale? Parce qu'en réalité, lorsqu'on avait la figure de diffraction, lorsqu'on avait la figure de réfraction, la surface de contact réfléchit toujours une petite partie du faisceau lumineux. Mais dans le cas de la réflexion totale, toute la lumière, tout le faisceau lumineux est réfléchi et rien n'est transmis. Bon, je vous souhaite bonne continuation et à la prochaine vidéo.